Le mot de théorie a en français un double sens. Il désigne l'ensemble des règles et des lois qui organisent une science, une activité. Il désigne la connaissance abstraite et spéculative, mais il désigne aussi, dans un sens sans doute plus ancien, une procession, une file. S'il est question d'architecture et de la théorie de l'architecture, il faut, je crois, se référer à ces deux sens. Qu'elle soit collective ou individuelle, la théorie de l'architecture me semble être d'abord la suite des bâtiments construits, étudiés ou seulement projetés. Établir cette file et bon gré mal gré lui donner un ordre, c'est établir une théorie au sens premier, d'où la réflexion, l'élucidation feront naître peut-être une théorie au deuxième sens. Je pense cela pour l'avoir éprouvé dans mon travail, dans ce que j'avais fait, au nom de raisons très clairement exprimées, logiques et cohérentes, se trouvait souvent autre chose qui avait grandi dans le subconscient du projet, en était devenu, à mon insu, l'essentiel ou le plus original. Je ne le découvrais qu'après, en regardant le travail achevé, en y réfléchissant et en me préparant ainsi au travail qui allait suivre. Le même processus alors se reproduirait. La théorie, pour moi au moins, c'est cela. Une réflexion sur ce qui est advenu. La recherche d'un ordre et d'un sens possible. La préparation à une action nouvelle. Elle est à l'opposé d'une idéologie qui prescrit, décide et enferme. Elle est une réflexion sur le passé qui prépare l'avenir, sans rien lui enlever de son mystère. Et si, comme je le pense, l'architecture est avant tout une réponse à un programme, à un site, à un budget, à un désir, que sais-je, la théorie n'induit pas cette réponse, ne la conditionne pas. Son utilité est ailleurs, dans la nécessaire réflexion sur la question qui peut, et c'est un long travail, avorter parfois
nous permettre d'entendre véritablement la question. C'est quelque chose que j'ai compris en comparant ce qui m'était demandé quand, élève de mathématiques ou de physique, on me posait un problème, et ce qui plus tard était requis de moi comme élève en architecture, puis comme architecte. Dans le premier cas, la question, l'énoncé était clair d'emblée. Le travail difficile était tout entier dans l'élaboration de la réponse. Dans le deuxième cas, au contraire, le travail portait avant tout sur l'énonciation de la question. Comment fallait-il la reprendre sans cesse pour à la fin l'énoncer de telle manière qu'elle ait une réponse simple? Je comprends mieux aujourd'hui que la différence était surtout dans le mode d'enseignement et que le travail scientifique n'est pas au fond si différent du travail architectural. En effet, dans l'un comme dans l'autre, la théorie prépare à entendre, prépare à l'exercice de la liberté, mais en doute autant qu'elle met en ordre. Mettre en doute, c'est pour moi quelque chose de bien différent que de douter. C'est une action délibérée, une méthode. C'est la pratique difficile, impossible peut-être si on la veut absolue, du détachement des idées reçues ou des certitudes, pratique utile et même nécessaire tant les unes et les autres sont un obstacle à un clair entendement. Le moment de l'architecture, c'est celui où l'interrogation et le désir font naître du doute un projet qu'il faudra dans un long travail d'élaboration comprendre, dégager, élucider, découvrir, dévoiler. Rien, je crois, ne peut diminuer l'incertitude de ce moment. Rien ne permet de l'aborder avec assurance. C'est là que réside l'autonomie de l'architecture. Elle ne peut tirer d'assurance d'aucun autre domaine de la pensée et de la création. Que l'architecture soit autonome ne signifie pas qu'elle puisse être indépendante. Libérer l'architecture de ce qui la relie au monde de l'économie, de la technique, de la politique, n'aurait aucun sens. Ce serait un terrible aveuglement que de ne pas voir tous les liens qu'elle a avec les autres arts, avec la science, avec la philosophie, avec la littérature et la poésie. Si l'on me demande qui je suis, je dis mon nom et j'ajoute que je suis architecte, que j'accepte d'être cela et cela avant tout, architecte. Cela n'est possible que par une grande intimité avec ce mot. Si je m'en tiens à ce qui m'est le plus extérieur, de quoi parler? De la profession d'architecte, de l'organisation de cette profession, de ses difficultés, de ses crises, de sa défense? Non. Je n'ai bien sûr pas la légèreté de prétendre que l'organisation de la profession, sa définition restrictive, sa défense sont inutiles, mais je suis au fond blessée qu'elles soient nécessaires, blessée de ne pas être architecte comme on est poète, sans que cela soit une profession. Je me sens infiniment plus à l'aise quand je parle d'architecture. Qui fait de l'architecture? Tous ceux qui conçoivent des ouvrages habités et en contrôlent l'exécution. Sont-ils tous architectes? Certainement pas, si on s'en tient à la formation, à l'exercice officiel de la profession, etc. Est-ce grave qu'il n'y ait pas de formation et de diplôme de poète, ni d'ordre des poètes? Est-ce grave pour la poésie? Oui, l'important ce n'est pas l'architecte ou les architectes, mais l'architecture. L'important c'est se souvenir que faire de l'architecture, c'est effectuer un service, répondre avec intelligence et économie à des besoins, créer, c'est-à-dire faire émerger ce qui, en nous, tous, existe et est inattendu. C'est sans concession et sans l'assurance d'être injuste, répondre à un besoin social, d'abri et de beauté. Une dernière chose cependant. Si je dis X est un architecte, je dis quelque chose de différent de X est architecte. L'article indéfini devient d'une grande précision. Il définit X
comme quelqu'un qui a, selon moi, le droit de revendiquer le nom d'architecte parce que je trouve bonne son architecture, qu'elle m'émeut profondément. Un architecte, c'est très bien. Fait-on de la recherche en architecture? Je pense que non. En faisant cette réponse simple, je me réfère à ce que signifie pour moi faire de la recherche et architecture. C'est déjà moins simple, bien sûr. Faire de la recherche, c'est dans notre langage quotidien, dans notre compréhension courante, autre chose que simplement chercher. Cela vise pour l'essentiel à la découverte, à l'invention, à la mise en ordre de connaissances utilisables, falsifiables et partagées. L'architecture, quand elle se distingue de la construction, vise, comme les autres arts, à la création. Impossible de réduire l'une à l'autre découverte et création, même si l'on reconnaît leur relation intime, même si l'on constate qu'elles se sont toujours étayées l'une sur l'autre. Plus que jamais, l'architecture prend appui sur des connaissances physiques, sociologiques, sciences cognitives, études des systèmes informatiques, contribue à l'évolution et au renouvellement de la création architecturale. Mais se nourrir de recherches, ne vivre que des aliments toujours nouveaux qu'elle propose, chercher parmi ceux-ci le plus utile dans le moment d'une idée ou d'un désir, ce n'est pas faire de la recherche, c'est l'utiliser, ce qui est ni mieux ni plus mal, seulement différent. Dire que l'on fait de la recherche est peut-être devenu la manière d'affirmer un sérieux que beaucoup dénient au travail artistique, mais c'est jeter l'enfant avec l'eau du bain. Pourquoi nier nous-mêmes la spécificité de notre travail? Mais vous me direz, me direz-vous, comment travaillez-vous? Comme je peux. Je lis, je parle, j'écris, je dessine, surtout je n'arrête pas de dessiner. Tantôt je commande ma main, tantôt elle m'entraîne, tantôt je m'efforce de donner forme à une idée, tantôt je cherche un désir dans les lignes. Je tente de parvenir à une épure où je me saoule de traits. D'autres font autrement. Il y a mille manières de travailler pour un architecte. Ce qui compte à la fin, c'est ce qui est créé. La complaisance et la résistance. D'une salle comme d'un outil, on peut attendre avant tout qu'elle serve. Pourtant, ce serait une erreur de penser que pour cela, elle doit disparaître. Le bon outil résiste.
Cette résistance oblige la volonté à se définir et à se trouver. La volonté choisit son outil et accepte ensuite qu'il lui résiste, qu'il reste fidèle à la logique qui l'a formé. La volonté créatrice admet que quelque chose au-delà d'elle peut s'opposer à elle, quelque chose qui vient d'elle. La volonté créatrice lutte avec l'outil qu'elle s'est librement choisi, le soumet, mais aussi se soumet à lui. La volonté créatrice est avec l'outil dans un rapport de connivence. C'est une lutte qu'elle a choisie, mais qui à tout moment se révèle nouvelle et inattendue, une lutte amoureuse et parfois furieuse. Le peintre lutte avec son outil, le musicien avec son instrument. L'outil et l'instrument ne sont pas complaisants. L'artiste a déposé en eux une partie de son exigence. Avec ce qui lui reste d'exigence, il s'oppose à ce qu'il lui impose. Une salle d'opéra, de concert, de théâtre est un outil. Elle est faite pour servir, pour suivre ensemble et séparément les volontés parfois diverses du chef d'orchestre et du metteur en scène, des chanteurs, des musiciens et des acteurs. Ancienne ou récente, elle a été faite essentiellement pour cela, cependant elle résiste à tous, comme le fait un outil, qu'il ait été ou non élaboré pour elle-même par les personnes qui l'utilisent. Un outil n'est pas complaisant. L'art n'a que faire de la complaisance, qu'elle soit matérielle ou morale. La salle est un outil, un instrument, mais qui sont bien particuliers. À de rares exceptions près, ils ne se déplacent pas. Ils sont liés à un lieu avec qui souvent ils se définissent mutuellement. Il y a là une source nouvelle de résistance à ceux qui les utilisent, car que veulent-ils le plus souvent? Ce que veulent la fiction et le rêve. Créer le lieu où ils se déplaceront sans entrave, lieu fictif, utopique, indissociable d'eux, s'inscrivant et s'effaçant avec eux de la mémoire. La salle, dans sa matérialité et dans son attachement au monde réel, s'oppose bien sûr à cette volonté. De quel côté ira l'architecte? Tout lui dicte d'arracher la salle qu'il dessine du lieu où elle se trouve, de la situer dans l'utopie dans laquelle il rencontrera tous ceux qui, par leur création, auront concouru au spectacle et sans doute, comment ne pas l'espérer, ceux qui en seront les spectateurs. Servir les créateurs et les spectateurs, rester un des leurs, toujours, que peut-il souhaiter de meilleur? Pourtant, se flattant de disparaître, n'est-il pas trop présent encore? Ne faut-il pas que la salle, et avec elle le lieu, et lui, bien sûr, pris dans son temps, résiste et soit vaincu, soumis à la recherche hasardeuse des désirs, au terme de laquelle peut-être spectateurs et acteurs se rencontreront dans un autre lieu, des uns et des autres inconnus. Oui, accepter de disparaître n'est pas suffisant. L'utopie ne s'atteint pas sans un arrachement, un départ, une traversée. La salle est ce lieu qu'il faut quitter, qu'il faut se donner la peine de quitter, qu'il faut aimer comme la rive d'un lieu de séjour dont rien ne vous chasse et dont le désir seul va vous éloigner. Un lieu qu'il faut aimer et quitter, c'est de ce lieu que le spectacle entraînera ensemble exécutants et spectateurs. Il ne doit pas vouloir disparaître, mais seulement consentir à le faire, au terme d'un affrontement lumineux, mais sans complaisance. De cet affrontement entre le lieu de la salle, rive du monde familier, et celui utopique du spectacle, de la victoire momentanée de ce dernier, naîtra le moment, cette réalité donnée au temps tout à coup, pour toujours. Quand ce moment sera passé, quand la fiction aura pris fin, quand il n'en restera plus au plus intime de chacun que la blessure, la salle sera le lieu du recueil, celui qui est lié au temps qui passe et à la familiarité de l'oubli.
Le passé est-il passé? J'ai essayé d'y réfléchir. D'abord dans un avion, couché, les genoux relevés sur le siège déplié à l'oblique. Dehors, il fait jour, mais les hublots sont fermés. Un casque sur mes oreilles étouffe les bruits des moteurs de l'air. J'écoute Couperin, l'un après l'autre des morceaux écrits pour la viole. J'essaie de penser au texte que je me suis engagé à écrire. Le passé est-il passé? Mon esprit, malgré moi, vagabonde. L'image d'un film, le souvenir d'une émission de radio il y a plus de 50 ans. Quoi d'autre encore? Les idées qui me viennent sont aussi mobiles et peureuses que des têtards dans une mare. Je n'en saisis pas une. De la manière la plus générale, de tout ce qui s'est passé et qui constitue le passé, je ne connais jamais que les traces matérielles, physiques, celles qui sont enfouies dans mon cerveau, celles ensuite qui, partagées grâce au langage puis à l'écriture, sont dans la conscience commune, celles, enfin, matérielles et physiques encore, qui restent lisibles dans tout ce qui nous entoure, celles des civilisations, celles des animaux, des plantes, de tout ce qui vit, celles des climats, des roches, bref, de tout, jusqu'au rayonnement diffus, cosmologique, en attendant peut-être des traces plus anciennes encore, rendant plus énigmatique encore le temps. Les traces dans le corps, dans les livres, dans la littérature, les arts, toutes les œuvres de l'esprit, des pyramides inversées, de traces à partir de chaque trace originelle, du passé, toujours du passé, mais régénérées, sans fin, laissant la place à de futurs passés qui à leur tour n'existeront qu'une fois passés. Le passé n'est pas passé. Il est le passé fait de traces. De traces qui, à l'exception de quelques-unes enfouies en nous, secrètes, sont ce que nous pouvons partager. Par elles passe tout échange, toute communication. Elles se diffusent et alors, ordonnées ou pas, se multiplient ou bien s'effacent et disparaissent. J'ignore ce qu'est le présent. En tout cas, nous ne le partageons pas. Ce que nous partageons, ce sont les traces du passé. Je déplacerai donc la question au jeu de mots près, elle reste la même. Les traces passent-elles ? Je reprends. Dans mon bureau, cette fois, j'ai besoin d'aide, à moi, Victor Hugo. N'a-t-il pas dit sur ce sujet des choses essentielles dans le long commentaire qu'il fait, au chapitre 2 du livre 5 de Notre-Dame de Paris, des mots ambigus qu'il a lui-même mis au chapitre précédent dans la bouche de l'archidiacre Frollo. Hélas, ceci tuera cela. Je l'ai relu. Le plus important m'avait échappé jusqu'ici. Il est pourtant clairement mentionné dès la fin du 3e paragraphe. C'est l'imprimerie qui tuera l'architecture. Pas le livre, l'imprimerie, grâce à la diffusion qu'elle permet. Le bâtiment et le manuscrit, ces deux traces, étaient uniques. Le premier avait la solidité de la pierre, le second se confiait à des matériaux, tous fragiles. Le livre imprimé n'est pas moins fragile, mais produit en grand nombre et diffusé partout, il devient impossible à détruire. La pensée, grâce à lui, flotte dans l'air, je cite Hugo, va partout, résiste à tout, elle se fait troupe d'oiseaux, s'éparpille aux quatre vents et occupe à la fois tous les points de l'air et de l'espace. L'important du texte est là, l'imprimerie. Une technique qui fait proliférer la trace à un prix et avec un encombrement qui assure sa diffusion rapide dans l'espace, permet d'accélérer le partage de ce qui peut être partagé, de passer, modifie la marche des idées,
accompagne, fait connaître ou découvrir une autre politique. Qu'il serait bon, comme Hugo, de savoir faire tourner les tables et de l'interroger sur ce qu'Internet apporte aujourd'hui à la pensée. Sans doute, l'Internet tuera le livre imprimé, il diffuse plus vite, moins cher, partout. Toutes les traces qui s'attachent à chaque trace initiale, études, commentaires, analyses, opinions, il les rassemble, il les comprime. Tout le monde accède à tout dans l'instant où nous pouvons tout conserver. Les écrits, les sons, les images, tout. Enfin, pour être plus précis, tout ce qu'on peut représenter dans le langage des ordinateurs et avec la précision des transmissions. Mais qu'importe les limitations toujours momentanées, jamais le passé n'a été aussi bien partagé. Quelques heures d'errance au hasard des mots ou de recherche organisée nous apportent plus de connaissances inattendues ou désirées que des semaines de bibliothèque. Nous gardons tout, jusqu'à en être encombré, jusqu'au plus insignifiant. Le champ de notre savoir se dilate comme les cartes de Lewis Carroll ou de José Luis Borges, toujours plus précises, augmentent leur surface jusqu'à l'absurde et l'inutilisable, jusqu'à l'inévitable abandon, la destruction. Dans ce grand tohu-bohu de merveilles et d'inutilité, tout change. Des enseignants, nous n'attendons plus qui nous apportent la connaissance, mais qui nous apprennent comment chercher, et plus encore comment trier. Nous exprimons nos opinions, nous savons faire circuler les mots d'ordre, nous rassembler. Déjà, la politique change. Et les œuvres d'art, sont-elles emportées par ce courant? Doivent-elles changer? Changent-elles? Je ne le crois pas, parce qu'elles restent délibérées et fragiles. Les œuvres d'art, toutes les œuvres de l'esprit, peut-être, sont des traces délibérées. On ne les laisse pas, on les décide, on les fait. Avec les regards qui se succèdent, le temps vient battre sur elles, les fatiguer, les dégrader, les détruire à la fin souvent. Mais même faites du matériau le plus résistant, le plus inerte, chimiquement, elles sont fragiles, parce qu'elles sont uniques, parce que leur forme défie celle qui les entoure. J'ai cessé de compter le nombre de mes voyages en Chine. Quand j'ai eu le sentiment d'arriver chez moi en y atterrissant, de ne pas la quitter vraiment en repartant. La Chine, dont je ne parle pas la langue, dont je ne connais ni la longue histoire, ni la géographie, démesurée, c'est chez moi désormais. Mais un autre chez moi qui n'enlève rien à celui où je suis né, où j'ai grandi, étudié, travaillé, qui n'enlève rien à la France, qui m'aide au contraire souvent à mieux la comprendre et à l'aimer. Je ne suis pas devenu chinois, mais j'ai profondément changé. Je suis un Français tout pénétré de Chine. Un artiste, un créateur naît toujours deux fois, de sa mère d'abord, de son œuvre ensuite, et il y a plus désormais de mon œuvre en Chine que nulle part ailleurs. Quelque chose de moi est né de la Chine. Et c'est, je crois, toujours ainsi, partout, à des degrés divers. Allant vers l'autre, on va vers soi. C'est en acceptant de se perdre qu'on se trouve, en voyant l'autre qu'on se découvre. J'ai construit de nombreux ouvrages en Chine, chacun avec la même attention, le même engagement intellectuel, mais aucun ne m'a fait naître autant que
l'Opéra. Je devrais l'appeler par son nom officiel, le Centre national des arts du spectacle, mais non, je ne m'y habitue pas, il reste l'Opéra. L'Opéra qui m'a fait autant que je l'ai fait. Rien n'a été simple, cela a même été pour tous ceux qui y ont pris part une histoire compliquée, passionnante, bien souvent épuisante. Tout aura été évalué, discuté, critiqué avec beaucoup de conviction et, pour employer le langage diplomatique, avec beaucoup d'énergie et de franchise. Quels que soient nos rôles et nos niveaux, tous nous devions l'accepter. Il était normal qu'un bâtiment de cette importance, construit au centre même de la capitale, un bâtiment qui achevait le rassemblement dans ce centre du pouvoir, de l'histoire, de la culture, soit discuté sans réserve. Rien n'est indifférent dans un tel bâtiment. Le concours devait se dérouler en 2 phases sur une durée de 6 mois. Les phases se sont multipliées et il aura finalement fallu 1 an et demi. Le projet à la fin est le fruit d'une double transgression pour le bien du projet. Ce dont j'étais convaincu que c'était le bien du projet. J'ai transgressé les instructions du concours, puis ceux qui avaient établi ces instructions les ont à leur tour transgressées. Ceux qui devaient décider ne l'ont fait qu'après une longue réflexion qui leur a permis d'acquérir la conviction que le projet était bon, qu'il était faisable et que nous pourrions le mener à bien. Et dès lors, la détermination était totale. Je me souviens d'une phrase du petit discours que nous a fait son Excellence Wu Jianmin, ambassadeur de Chine en France, que nous avions invité à une fête à l'Opéra Garnier pour célébrer notre désignation. Ce projet, a-t-il dit, ce projet a été choisi à l'unanimité par les plus hautes autorités chinoises. C'est un projet chinois. Vous devez le développer sans accepter le moindre compromis. Je le répète, sans le moindre compromis. Pendant tout le temps des études et de la construction, à chaque moment difficile, il y en a eu beaucoup, cette phrase est revenue me guider. Pas de compromis. C'est sur cette base, l'absence de compromis, que tout ensuite a pu être discuté, décidé et mis en œuvre. Chinois et Français ensemble, sans soumission, sans complaisance, sans négligence des uns ou des autres, ensemble. C'est sur cette base que ce bâtiment, enraciné dans le sol chinois, est devenu un jalon moderne dans l'architecture, dans la culture chinoise. Nous a-t-il été facile de nous entendre? Bien sûr que non. Nos cultures étaient différentes, nous y étions également attachés, mais pour quelque chose de nouveau, nous avons su accepter de les mettre en danger. Avoir une culture ancienne comme nous en avons, couvrant tous les secteurs de la pensée, des sciences, des arts, de la littérature, est un héritage que nous devons respecter, prolonger en le transmettant à notre tour, mais qui ne peut en rien être une incitation à l'immobilisme ou à la paresse de la répétition. La force de cet héritage, c'est qu'il nous donne l'assurance que nous pouvons aller plus loin dans la compréhension du monde et dans la création. Le recevoir nous en a fait un devoir difficile, mais qu'accompagne de grands bonheurs. Pour y parvenir dans le domaine artistique qui est le mien, mais je suis tenté de le croire dans tous les autres domaines de la pensée, nous ne devons pas gommer nos différences culturelles, mais dans le respect mutuel, les confronter sans rien abandonner de nous-mêmes. La création est toujours un dérangement de l'ordre établi. Elle part de lui et, en lui ajoutant quelque chose, parce qu'elle lui ajoute toujours quelque chose, le dépasse. La création, individuellement et collectivement, est personnelle, intime, mais elle naît toujours de la découverte de l'autre, de la confrontation à l'autre. La Chine a été pour moi le plus précieux des autres.
viens de relire Le Lotus bleu. Pour la 10e fois, la 20e, je ne sais pas. Disons une fois encore. Mais pour la première fois en y cherchant Shanghai et la Chine. Et voilà Shanghai, dit Tintin. Il voit sans doute la ville sous la pluie en descendant la passerelle du bateau, mais pas nous. Et tout au long de l'histoire, de la page 5 à la page 62, nous ne verrons pas Shanghai. Je veux dire le Shanghai du fleuve et de sa rive, celui du mélange des architectures étrangères et chinoises, celui que les photographies ou les films nous ont fait connaître. Il y a peu d'indications de bâtiments. Des angles de toiture, parfois, près d'un bord de l'image, courbes, couverts de tuiles vertes, parfois rouges, des portes de ville qui ont peut-être existé, mais que je n'ai jamais vues à Shanghai, toutes semblables, un passage voûté dans un mur très épais surmonté d'un toit courbe, des murs, beaucoup de murs. Wuchu, la ville où le père de Chang a un ami, n'est d'ailleurs pas différente, même porte, même toit. Oui, au fond, la ville de Shanghai reste dans le regard de Tintin sans parvenir dans le nôtre. Et pourtant, il m'a toujours semblé qu'elle était là, et que d'une manière générale, la Chine surtout était là. Je l'ai pensé quand j'ai lu Le Lotus bleu les premières fois, bien avant d'aller en Chine, à une époque où je croyais que je n'irais jamais, faute d'avoir quelque chose à y faire, faute peut-être aussi d'esprit de découverte et d'aventure. Ce devait être ça, la Chine, cette profusion de population et de signes, cette langue partout présente visuellement, écrite à la verticale autant qu'à l'horizontale, et plus que tout, ces mouvements de toutes sortes, en toutes directions. Quand je suis allée à Shanghai pour la première fois, il y a un peu plus de 20 ans, on ne ressentait plus cela. La ville était encore pétrifiée. Elle commençait à peine à changer ses structures, mais tout est allé très vite ensuite. Des tours se sont élevées un peu partout dans la ville ancienne et de l'autre côté du fleuve. Des viaducs ont traversé des quartiers dans lesquels les circulations s'engorgeaient. Des lignes de métro ont été construites, tout cela bien sûr au prix de la démolition de beaucoup de quartiers anciens, la plupart vétustes, mais pour beaucoup pleins de charme, ou plutôt de cette nostalgie qui est si prégnante que notre raisonnement et notre jugement y sombrent. C'est une ville toute nouvelle, pleine d'énergie, parfois jusqu'à la démesure, qui a dépassé de beaucoup les limites anciennes, envahi l'autre rive du fleuve sur des kilomètres, mais des rues entières restent assez semblables. Leur tracé demeure et souvent leurs arbres. Nanjinglu, j'écris comme Tintin, est restée la même. Tout a changé pourtant. Sur toute une partie de sa longueur, elle est devenue piétonne. Son revêtement a changé, ainsi que toutes les vitrines et que tout ce qui passe. Mais au fond, elle est redevenue elle-même. Hergé, avec l'aide de Chang, ne s'était pas trompé. La ville est redevenue celle qu'il décrivait, avec ses mouvements incessants et contradictoires, avec ses foules aussi mélangées et contrastées dans leurs habits modernes qu'elles l'étaient dans ses dessins, avec les images démesurées de la publicité, mais plus que dans tout autre pays, les écritures envahissantes. Ces écritures omniprésentes qui s'accompagnent la nuit d'une ivresse incontrôlée de couleurs, de lumière, de mouvements. Shanghai est restée cette ville au passé court, dans une Chine où tant de villes, même s'il n'en paraît souvent plus rien, sont anciennes. Une ville ouverte aux étrangers du monde entier qui ne prétendent plus désormais la dominer. Et au fond, c'est une leçon que les urbanistes et les architectes devraient écouter et méditer. Foule, mouvement et écriture font la ville autant parfois que les grands tracés et les monuments. La vie, si fragile en apparence, a souvent plus de stabilité grâce à sa capacité de se recréer sans fin que les matériaux inertes dont les constructions sont faites.
C'est par hasard que je les ai rencontrés un jour de forte fièvre dans un hôpital des tropiques. L'un d'abord, mon double, et plus tard, plus inattendu encore que le premier, le double de mon double. La fièvre persistant, ils se sont installés à demeure. Au début, c'était l'un ou l'autre. Très vite après, les deux ensemble. Et de plus en plus souvent. Leur présence me pesait. Je n'étais plus jamais seul et j'en souffrais. Mais que faire? Ils ne fuyaient ni mon sommeil ni ma torpeur. J'ai préféré m'habituer à leur présence et à leur bavardage. Ce n'est pas simple à décider objectivement, mais je suis persuadé que mon double ne me ressemble pas. Enfin, si, physiquement, il a le même nez, les mêmes oreilles. Intellectuellement, vraiment pas. C'était à croire qu'il n'avait pas fait beaucoup d'études. Ou bien qu'il n'avait pas travaillé à l'école, ou peut-être qu'il était un peu bête. Je dis ça à regret parce qu'il a toujours été plus sympathique que son double à lui. Le double de mon double. Un type brillant, mais vite odieux. Chacun avait eu sa vie et la racontait volontiers, comptant bien que je ne rechignerais pas à livrer la mienne à mon tour. Inventaient-ils les épisodes qui venaient en désordre? Leur vie m'en semblait tellement plus passionnante que la mienne, que pour ne pas être en reste, je me suis mis insensiblement à corser mes souvenirs. Mon père faisait cela volontiers. Il ne mentait pas, il s'en défendait, mais il avait l'art de la prothèse expressive. Il l'embellissait. Le problème, très vite, a été que ni mon double ni le sien n'avaient, semblait-il, de mémoire. Impossible avec eux d'opérer ces retours qui permettent d'atteindre le fond des choses. Entre deux étapes de leur vie, chaque récit empruntait un trajet différent. À quoi fallait-il se fier? Aux étapes ou au trajet? Au début, j'essayais de tout retenir. Je surchargeais mon hippocampe déjà échauffé par la fièvre. Je m'efforçais de dormir assez souvent, assez longtemps, pour que les rangements s'opèrent à l'intérieur de mon crâne douloureux. J'ai dû renoncer. C'est conserver de leur vie et avec elle de la mienne ce qui le voulait bien, étape ou chemin. J'avais l'impression, parfois, que nous ne faisions plus qu'un. Moi, mon double, et le double de mon double, un être oscillant de manière aléatoire entre trois états, une espèce de neutrino, dit le double de mon double qui se piquait de science. Avec des hauts et des bas, les tropiques sont sans pitié, la fièvre a tenu 40 jours. Toutes ces heures passées ensemble ont fini par nous rapprocher. Revenir à la solitude du 37 degrés, ce n'était plus possible. Alors, avec quelques petits excès de vin et dans une pipe indienne authentique, quelques feuilles d'une plante des Andes suffisamment peu connue pour ne pas être illégale, nous avons poursuivi paisiblement nos rencontres. De retour dans la zone tempérée, ayant rapidement renoncé au charme des fumées exotiques, il ne m'est plus resté qu'un vague souvenir de ma fièvre et de ma convalescence. J'ai vécu 10 années sans y repenser. Le travail m'absorbait. Le jour, cependant, comme il arrive quand on prend de l'âge, il a commencé à manquer et à m'ennuyer. La retraite approchait. Dans mon entourage, elle était saluée comme une délivrance. Je l'abordais avec l'effroi de Dante, découvrant la porte de l'enfer. Jamais très optimiste dans ma vie, là, je broyais du noir. Un jour, je rentrais à pied, il faisait presque nuit et le monde était en désordre. Tout à coup, ils m'ont emboîté le pas. D'abord, j'ai fait semblant de ne pas les voir. Ce n'était pas le moment, ce soir mouillé, ce n'était pas le lieu, cette rue qui monte et son trottoir toujours encombré. Je me suis retourné pour leur dire de partir, sans doute avec cet air accablé et furieux qui m'a fait tant d'amis. Ils ont éclaté de rire, mon double d'abord, le double de mon double ensuite. Pour les émotions, il est toujours en retard.
Quelle gaieté! Après tant de tristesse, j'ai ri aussi. J'ai ri avec eux. Et bras dessous, nous avons remonté la rue heureux de nous retrouver. Nous n'étions pas en haut de la rue que c'était décidé. Nous allions partager nos mémoires. Oui, mais comme ça, simplement, comme ça viendrait. Les choses drôles et tristes, les honteuses et les belles. Hein. Tout, quoi. Il s'en est failli de peu que nous ne commencions là, dans la rue. Ce qui nous a retenus, c'est de ne pas savoir comment on doit commencer quand on raconte ses mémoires. Bref, ils étaient les bienvenus, ce double et son double. Hein. Leur parler, c'était mieux à tout prendre que de me parler. Ils ne me ressemblaient pas vraiment. Pourtant, je suis certain que dans beaucoup de circonstances, il aurait été facile de nous confondre. Il m'est arrivé souvent, comme à tout le monde sans doute, que sur une photo, je ne me reconnaisse pas tout à fait et que je m'interroge de celui de l'image ou de celui de mon souvenir. Quel est le vrai? Lequel peut dire « je » ? Les deux peut-être. Peut-être choisit-on à tout moment, soit en conservant celui que l'on préfère ou en oubliant l'autre, soit en les mélangeant, le souvenir et l'image. Un souvenir, dans un souvenir chimérique qu'on aura désormais de soi. Question. Puis-je avoir plusieurs doubles? Si oui, le double de mon double est-il un de mes doubles? Si oui, ai-je bien potentiellement une infinité de doubles tous différents? Sans m'assurer l'aval du prétentieux, je crois que chaque fois la réponse est oui. Donc j'ai une infinité de doubles en puissance. C'est sûr, fiez-le, le double de mon double, pas en acte, enfin qu'importe, beaucoup plus que beaucoup. Et plus que beaucoup plus, ricane mon double, ce qui te laisse le loisir de choisir ceux qui t'intéressent. Alors, ils m'agacent trop à la fin l'un et l'autre, ces deux premiers doubles. Ils me ressemblent trop. Nos vies sont trop semblables et je ne découvre pas grand-chose avec eux. Je m'ennuie vite, je vais passer à d'autres. C'est décidé, plus éloignés de moi, plus différents, plus exotiques. Les résolutions, c'est mon point fort. La procrastination, un autre. Ce superbe mot permet de ne pas m'interroger sur la vraie nature du virus sournois impossible à combattre qui ruine mes résolutions les plus fermes. Je le savoure comme un okoum, en suçotant ces 5 syllabes. Procrastination, en faisant durer son goût vague, indéfinissable, parfait pour emberlificoter la pensée, la dévoyer de son but, la dissiper dans un vide édulcoré. Le double est volontiers bavard. Les psychanalystes doivent en savoir long là-dessus. Moi, je n'étais pas préparé. Bavard, souvent incohérent, furieux si on lui en fait la remarque, cossard surtout, à la première difficulté, tous aux abris. Je ne sais plus. Il y a longtemps, à vous d'imaginer, je m'y refusais. Imaginer, ce serait ouvrir la porte à l'invention pure et simple, je m'y perdrais. Familier, nouveau, inattendu même, je les découvrais volontiers, mes doubles. Ils faisaient partie de moi. Je n'en étais pas responsable. Ils mettaient au jour mes défauts et mes qualités. J'avais une grande indulgence pour les premiers, beaucoup de fierté, de complaisance même, je l'avoue, pour les seconds. Mais bon, voilà, j'étais comme ça et c'était plutôt divertissant. On ne pouvait rien me reprocher. Mais si j'inventais de faux doubles, j'aurais à me confronter au mensonge et au jugement. Non, pas ça. Pas d'invention. Bref. Mes doubles me tenaient captif. Passionné ou consterné, je devais tout leur extirper. Ils se mélangeaient, ils se disputaient, se traitaient d'imposteurs, de faux doubles, de menteurs, ce qui était vrai, d'impuissants, ce qu'il était peut-être aussi. Je ne pouvais rien faire qu'attendre que la bonne volonté leur revienne. Leur existence et la mienne avec elle étaient devenus les cristaux de couleur
d'un immense kaléidoscope dont le moindre tressaillement bouleversait l'image. Ils ont bien failli avoir ma peau, mes doubles. J'ai compris que leur cohorte follement multipliée pouvait bien être fatale, que nous mourrions peut-être dilués dans une innombrable foule, insignifiante à force d'être innombrable. Voilà, pas trop vite. J'ai lutté pour les tenir à distance, pour ne plus laisser que ceux que j'aimais m'entraîner dans les plis de leur vie et dire « je » en mon nom. J'espère que cela et très peu d'autres encore, peut-être, m'accompagneront jusqu'à la fin. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais, à celles qu'on voit apparaître une seconde à la fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la campagne de voyage, dont les yeux charmants paysages font paraître court le chemin, qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré sa main. À celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises, près d'un être trop différent, vous ont inutile folie, laissez voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que les bonheurs souviennent, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux baisers qu'on n'ose pas prendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors au soir de lassitude, tout en
en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir. On pleure les vraies absentes de toutes les belles passantes que l'on n'a pas su retenir. Faire et refaire. Rien n'est simple pour un enfant. À l'école, le matin, sur son cahier, à refaire, écrit à l'encre rouge avec des pleins et des déliés. Il y avait des taches sur la page, des ratures, les mots sortaient des lignes, il leur manquait des lettres. C'était très mal. À la maison, le soir aussi, c'est très mal. Une escalade qui a mal tourné, le vase de grand-mère pulvérisé, crie, taloche, et ne t'avise pas de le refaire. C'est là que tout se complique. Quand c'est mal, il faut tantôt refaire, tantôt ne pas refaire. C'est ce que veut dire s'aviser. Refaire, ce n'est jamais quand c'est bien, c'est la seule chose qu'on comprend. Plus tard, bien plus tard, ça devient clair. C'est un mode d'éducation qui prépare utilement aux imprécations des grands, puis des forts, des puissants. Les mots sont à leur disposition. Ils leur font dire ce qu'ils veulent. Laissons-la refaire. Recommencer, c'est beaucoup mieux. D'abord, c'est un mot assez long pour ne pas se prêter à la sécheresse des reproches ou à la violence des insultes. Ce mot qui prend du temps en donne. Pas de panique. Si on a échoué, il offre une nouvelle chance, une chance complète, toute neuve. Si on a eu du succès, du plaisir, il invite à en avoir d'autres. Recommencer, c'est un mot adolescent. Ou peut-être mieux, adulte. Moi, je commence à être vieux. Jamais on ne me parle plus de refaire, rarement de recommencer. On me fait répéter souvent ce qui m'agace. Quand il ne vous reste plus trop de temps, c'est agaçant d'en perdre à répéter. Comment supporte-t-il ce mot au théâtre? Je me le demande. En fait, c'est faux. Il ne répète pas. Ils recommencent. Ou bien, comme les musiciens, ils reprennent. Ah, reprendre, c'est beaucoup mieux, reprendre. Pour les vieux, je veux dire les plus vieux que moi, c'est encore différent. Certains sont pris du désir de revivre, peut-être faute d'un autre désir plus réaliste. J'aimerais bien continuer à ne jamais souhaiter revivre. Continuer à vivre, oui, d'accord, pas n'importe comment quand même. Revivre, non merci. Vivre n'est pas quelque chose à refaire, c'était bien. Merci beaucoup. Juste vous dire que les textes que vous avez entendus sont extraits majoritairement de Faire et refaire, donc qui est un ouvrage publié après la mort de Paul. Et le texte que François a lu à la fin, c'est le dernier chapitre c'est un extrait du dernier chapitre de Kaléidoscope, qui est le dernier roman qu'il a écrit, qui a été publié également après sa mort. Voilà. Bonsoir Nadine, bonsoir à tous et à toutes.
peut-être l'actualité nous amène à peut-être parler de ça, c'est un invité surprise. Cette rencontre avec Paul Auster, on imagine fortuite. Comment, de quel côté du pont de Brooklyn ils se rencontrent? Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils parlent d'écriture? Est-ce qu'ils parlent de faire et refaire? Peut-être un livre, faire un autre. Qu'est-ce qu'ils se disent? Je ne sais pas vraiment ce qu'ils se sont dit, en fait. Ils se sont rencontrés à l'occasion d'une soirée que j'avais organisée autour de Siri Hutzfeld, qui est romancière et qui est l'épouse de Paul Auster. Et voilà, Paul était là à cette soirée. Et puis, c'était une soirée un peu difficile parce qu'on a eu des problèmes de traduction. Et à un moment, comme il n'y avait personne qui pouvait vraiment traduire, c'est Paul Auster qui s'est proposé d'assurer la traduction. Et donc, voilà, j'ai eu les services de Paul Auster comme traducteur. C'est pas mal. Et puis voilà, après, ils ont parlé ensemble et j'ai pas su vraiment ce qui s'était dit. Mais je sais que c'était pour Paul un écrivain majeur, vraiment, et il avait lu beaucoup de choses. Et ce qui était important dans l'œuvre de Paul Auster, pour Paul, au-delà du fait qu'ils ont les mêmes initiales et le même prénom, ce qui était important, c'est cette notion de musique du hasard et de bifurcation. Voilà, la vie présente à beaucoup de moments des bifurcations. Et c'est vrai que Paul disait souvent, et c'est une chose qu'il a poursuivi aussi dans son écriture, en tout cas dans son écriture de récits et dans son écriture romanesque, c'est que finalement on pourrait définir quelqu'un aussi bien par les choses qu'il a faites que par les choses qu'il n'a pas faites. Et que, voilà, il y a ce qu'on prend et il y a ce qu'on laisse, et ça définit quand même une trajectoire chaque fois. Mais tu te souviens de ce qu'il a dit après, ou comment il a évoqué cette rencontre? Il y a quelque chose qui l'a marqué, forcément. On ne sort pas indemne d'une rencontre avec Paul Auster. Oui, mais en même temps, c'était assez informel comme rencontre. C'était une rencontre... voilà, c'était la musique du hasard, justement. C'était une rencontre qui avait cette grâce de ne pas avoir été préméditée. Et dans des circonstances de personnes qui n'ont pas décidé de se rencontrer, mais qui tout à coup, en parlant comme ça, se trouvent des affinités réelles, mais évidemment qui ont pris des chemins différents. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Paul n'écrivait pas encore. Enfin, il écrivait, mais de façon un peu secrète, mais il n'avait pas encore publié de textes autres que des textes d'architecture ou liés à l'architecture. Et je pense que les rencontres avec les écrivains qu'il a pu faire aussi par le fait de texte et voix lui a ouvert un champ de possibles. Et cette rencontre fortuite, elle a lieu avant le 11 septembre ou... Non, elle a lieu bien après. Bien après. Oui, elle a lieu en 2007, 2008, par là. Enfin voilà, c'est juste parce que j'ai été touchée forcément par la disparition de Paul Auster hier. Et j'avais envie de lui dédier cette soirée. Et pour tout vous dire, j'avais envie de lire un tout petit texte de Paul Auster, qui est dans ce petit livre qui est assez rare, qui s'appelle Le Carnet rouge. Ce sont des tout petits textes qui sont toutes des histoires vraies. Enfin, quand on parle d'histoires vraies, avec un écrivain, il faut toujours se méfier un tout petit peu, hein. Mais quand même. Alors, voilà, c'est très court. Un ami, R, m'a parlé d'un livre introuvable qu'il s'était efforcé en vain de dénicher, écumant librairie et catalogue à la recherche de ce qui devait être une œuvre exceptionnelle, qu'il avait grande envie de lire. Et il m'a raconté comment, un après-midi qu'il cheminait dans la ville, il avait pris un raccourci en traversant Grand Central Station, gravi l'escalier menant à Vanderbilt Avenue et aperçu une jeune femme debout contre la balustrade de marbre avec un livre devant elle, celui-là même sur lequel il tentait si désespérément de mettre la main. Bien qu'il ne soit pas dans ses habitudes d'adresser la parole à des inconnus, il trouva la coïncidence trop étourdissante pour garder le silence. Croyez-le ou non,
dit-il à la jeune femme, j'ai cherché ce livre partout. Il est merveilleux, répondit-elle, je viens d'en achever la lecture. Savez-vous où je pourrais m'en procurer un autre exemplaire ? Demanda R. Je ne peux pas vous dire ce que cela signifierait pour moi. Celui-ci est à vous, répliqua la jeune femme. Mais c'est le vôtre, protesta R. C'était le mien, dit-elle. Mais maintenant, je l'ai terminé. Je suis venue ici pour vous le donner. Tu me demandais hier si il y avait une sorte de tradition chez les architectes d'écrire. Est-ce que ça s'inscrivait dans quelque chose ? Et évidemment, vu l'œuvre de Paul, aussi large, pas uniquement des écrits sur l'architecture, j'aurais tendance à répondre non. Et qu'il y a très peu d'architectes qui ont justement un peu comme ces figures de la Renaissance. D'ailleurs, Paul Andreu n'était-il pas une figure de la Renaissance ? Je ne sais pas si dans son double, l'un de ses doubles, il y avait une figure de la Renaissance, mais j'aurais tendance à le penser, puisqu'il dessinait, il construisait, il écrivait, il peignait. Et quand il écrivait, ce n'était pas uniquement sur la théorie. J'ai beaucoup aimé ce qu'il dit sur la théorie, en effet. Alors les écrits, pour te répondre, les écrits d'architectes sont souvent sur la théorie de l'architecture. Il y a eu des traités extrêmement célèbres, évidemment, Vitruve, Alberti, et je ne vais pas faire la liste entière, mais là, de ce côté-là, évidemment, la figure de Viollet-le-Duc, qui est quand même assez extraordinaire, à la fois sur, j'allais dire, le rationalisme dans l'architecture, et puis aussi des écrits, puisqu'il imagine qu'il peut retoucher le Mont Blanc, par exemple. Voilà. À ce coup, il imagine, il sort de son métier d'architecte, puisqu'il est basé au château de l'Aile, sur le lac Léman, à Vevey, et en face. Il n'aperçoit pas le Mont Blanc, puisque c'est derrière, mais quand même, il y a ça qui le travaille. C'est quand même assez intéressant. Donc, en fait, il y a des écrits fondateurs, des textes fondateurs extrêmement puissants. Évidemment, l'un des plus grands auteurs, évidemment, c'est Le Corbusier, dans la période moderne, dirons-nous. Mais peu sont allés sortir j'allais dire, une sorte de doctrine de l'architecture, ou quand elle écrit vers une architecture, évidemment, c'est un texte manifeste, donc c'est en 1923. Mais on a presque envie de plus s'intéresser ce soir à Quand les cathédrales étaient blanches, où il revient de New York, et là, il écrit sur la fascination. Il parle de New York comme une catastrophe féerique. Là, on sent qu'il est pris, et il ne va pas aller forcément théoriser sur la façon de construire des buildings ou autres, quoique il va être fasciné par les silos, l'importance du silo dans les ports, et les fameuses cathédrales, j'allais dire, de l'industrie. Donc, c'est ça, déjà, on peut déjà répondre ça, qu'il y a ces textes fondateurs, et puis, évidemment, des textes aussi qui ont voulu, j'allais dire, renverser la table. Il est sûr que des textes d'Aldo Rossi, par exemple, quand il fait le Teatro del Mondo en 1980 à la Biennale de Venise, c'est une des œuvres les plus sublimes, où l'éphémère est en fait peut-être considéré comme l'éternel. Donc ça, c'est quand même très très beau. Voilà. Donc il y a tout ça, mais on n'a pas le temps pour faire tout un cours d'architecture à travers les écrits, mais je voulais déjà répondre à la question. En revanche, ce qu'on peut souligner, c'est qu'il y a quelques architectes qui ont écrit. Évidemment, la figure de Fernand Pouillon est peut-être l'une des plus sublimes, parce que Fernand Pouillon, il a écrit ses mémoires, il a écrit donc les mémoires d'un architecte, et quand on lit tout est absolument formidable, mais transposer dans l'histoire du Toronnet, la voir comme ça, et c'est pas Ken Follett, là, c'est un architecte qui fait en fait l'éloge de la
d'un maître d'œuvre, avec un M majuscule et un O majuscule. Donc là, il rentre il essaye de comprendre exactement comme Alvaro Siza, quand il viendra à Toronnet, il comprendra que finalement le chemin n'était pas celui que prenaient les moines à l'époque. Donc c'est assez intéressant, ces visions d'architecte, mais lui, il va le faire d'une manière romanesque. Donc ça, c'est vraiment, je crois qu'il est quasiment le seul à faire véritablement un roman à partir d'une histoire de construction. Parce qu'autrement, parce que tu m'as fait un peu... J'ai recherché quelques petites choses, et je me suis dit, mais y a-t-il des architectes écrivains? Et en fait, j'en ai trouvé juste 2. Pas très connus, comme Max Frisch, par exemple. En tant qu'architecte, il n'est pas très connu. En tant qu'écrivain, je le connais en tant qu'écrivain. Bien sûr, ça ne m'étonne pas. Mais Max Frisch, il a construit, je crois, une piscine à Zurich, très bien d'ailleurs. Mais très vite, il va quitter l'architecture pour justement écrire. Et donc, il va concevoir, j'allais dire, le plan d'un livre quelque part. C'est une vision d'architecte aussi. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Autrement, c'est vrai que Claude Parent, la figure de Claude Parent est aussi, d'autant que Claude et Paul se connaissaient et s'appréciaient au plus haut point, j'en suis le témoin, et toi aussi, eh bien, il y avait chez Claude Parent à la fois ce partage de la passion du dessin et de l'écriture, avec ce côté fulgurant quand il écrit colère. Par exemple, Claude Parent, c'est des accents claudéliens. C'est assez incroyable, où il fait l'apologie de la destruction. C'est quand même ça. Aujourd'hui, ça ne passerait pas du tout, un texte comme ça. Mais c'était en 1982. Donc, mais il faut voir, et c'est accompagné de dessins absolument, j'allais dire, furieux. Voilà, c'est toute cette histoire. Mais évidemment, je ne voudrais pas oublier Henri Gaudin. Je ne vais pas faire le catalogue, je vous rassure tout de suite, mais je voulais quand même parler de gens assez essentiels qui ont vraiment réfléchi à la question de l'espace ou à la question de l'architecture, et parfois en décalant le propos. Et Henri Gaudin était quand même l'un des plus formidables. Quand il évoque la cathédrale d'Albi avec le marché, avec les poulets qui pendent et tout, non, mais ça devient une autre histoire, quoi. Mais on voit bien, ce sont des constructeurs, des véritables architectes qui ont construit des livres aussi, et des livres qui ont fait, j'allais dire, certains des livres cultes. Parce qu'évidemment, on pourrait parler de Rem Koolhaas. Mais là, on doit rendre dans autre chose, quand il raconte une sorte de New York délire. Quand il sort ce livre, il fait une sorte de fiction sur Manhattan. Donc c'est une pensée de la congestion, et il en fait là pour le coup c'est pas un traité, mais c'est une analyse. On ne va pas dire qu'elle n'est pas historique, mais c'est une interprétation. Voilà. Donc c'est un autre genre. Voilà. Je pense qu'on pour répondre, les architectes ils choisissent leur genre, sans faire de jeu de mots. Non, mais ce qui est important, bon, moi je ne peux pas du tout parler des architectes en général, évidemment, mais par rapport à Paul, et je pense que peut-être chez d'autres architectes qui écrivent et dont on ne connaît pas, parce que écrire c'est une chose et publier c'est autre chose, hein, et peut-être que tout écrit n'est pas destiné d'ailleurs à la publication, mais c'est l'espace de liberté que ça ouvre. C'est ça qui a été... bon, Paul se met à écrire à un moment bien précis quand même. C'est après l'accident du Terminal 2. Où là, c'est évidemment un moment très très difficile pour lui. Et c'est dans l'écriture et dans la liberté aussi de la création solitaire, qui est à la fois difficile, mais qui est en même temps une énorme liberté, qui va pouvoir retrouver, renouer avec la création. Et que ça va passer d'abord de nouveau par l'écriture. Et d'ailleurs, la peinture, elle viendra à un autre moment difficile, qui est la fin de l'Opéra de Pékin, et le grand vide que ça va laisser aussi pour lui, parce que c'est vrai qu'on l'a entendu dans le texte, c'est pour lui un moment tout à fait fondamental, et c'est une espèce de renaissance aussi, et c'est l'ouverture à un autre monde, et ça va prendre 10 ans, et enfin, depuis les premières ébauches jusqu'à la fin, ça va prendre 10 ans, avec des tas de complications aussi, des tas de bonheur, mais aussi des tas de complications, et quand c'est fini, ben voilà, c'est fini. Et voilà, c'est fini.
il y aura d'autres choses qui viendront, mais il y a ce grand vide, et là viendra la peinture. C'est-à-dire que je pense que l'architecture, c'est quand même... Enfin voilà, comme il le dit tout le temps, quoi. C'est vraiment un déchirement tout le temps, enfin un écart en tout cas entre l'impulsion artistique et puis les contraintes, et arriver à conserver la dimension artistique et puis la recherche, comme il dit, de manière un peu générique comme ça, de la beauté. Ça ne veut pas dire nécessairement... Enfin, la beauté, pour lui, c'est pas simplement une affaire esthétique, c'est une affaire de justesse aussi. Et faire coïncider ça, et je pense que tous les architectes dans la salle pourront être d'accord avec moi, qui assisté, vu de l'extérieur, mais quand même d'assez proche, c'est extrêmement difficile de faire coïncider ça avec toutes les exigences budgétaires, contractuelles, environnementales, etc. Et tout à coup, au milieu de tout ça, le fait de trouver une autre voie d'expression qui n'a besoin non seulement de personnes, mais qui n'a pas besoin d'outils. Enfin, il y a cette très, très belle histoire aussi de Paul Auster que tout le monde a entendu à la radio, là, c'est depuis hier, qu'il était absolument fou d'un joueur de baseball. Et puis il va voir un match et il trouve ce joueur de baseball, et puis il va le voir à la fin pour demander un autographe, et le joueur dit ben oui, bien sûr, avez-vous un crayon? Et il n'a pas de crayon, et donc il n'aura pas l'autographe, et donc plus jamais il sortira son crayon. Et voilà, c'est ça, il n'y a besoin que d'un crayon quand même, et c'est un espace de liberté qu'il a trouvé. Et je pense que voilà, c'est ça, les bifurcations de la vie aussi. Donc en fait, la Chine, c'est cette étape très très importante dans son œuvre. On pourrait presque dire aussi l'Orient, hein, plus globalement. Mais parce que les œuvres au Japon et autres sont pas moins importantes, je veux dire, dans le parcours de l'architecte, même si évidemment l'Opéra de Pékin en est la figure la plus importante. Mais c'est ça qui l'amène à écrire. Avant, avait-il le temps? Et d'ailleurs, quand écrivait-il? La nuit. La nuit. Voilà, il avait un protocole, il se levait toujours à la même heure. Et comment faisait-il? C'est-à-dire qu'il est très insomniaque, et donc c'est-à-dire qu'il a eu tellement de décalage horaire, et qu'à la fin, je crois que son cerveau avait oublié définitivement par rapport à quoi il aurait dû se recaler. Et donc voilà, il était très insomniaque, et au départ, il a meublé les insomnies avec l'écriture, et puis après, je pense qu'il se réveillait pour écrire. Donc l'insomnie a généré l'écriture, et puis l'écriture a généré l'insomnie. Il écrivait comment? Avec une plume? Non. Avec non. À l'ordinateur? Ah oui. Enfin, pas comme ça, hein. Comme ça, hein. Oui, d'accord. Voilà. Mais oui, parce que c'était aussi... Parce qu'il adorait son stylo avec lequel il dessinait. Oui, mais le stylo, mais c'était pour dessiner. Donc, il n'écrivait pas. Non. Non. Et donc, il prenait des notes. Comment il fabriquait son livre? Est-ce que... Non, il prenait pas de notes. Voilà. C'est-à-dire que la première fois... Il n'avait pas un petit carnet, là, comme ça, là, pour noter quelques pensées, quelque chose? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais... Non, la première fois, un jour, je suis rentrée, et puis je suis rentrée tard, et puis j'ai trouvé, il y avait une feuille par terre dans l'entrée de l'appartement, et donc j'ai regardé, et puis c'était un texte. Et puis voilà, le lendemain matin, je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» Et j'avais lu ce texte, je n'avais pas compris ce que c'était, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de fort. Et je lui dis « Qu'est-ce que c'est ?» Il m'a dit « Je ne sais pas ». Et je dis « Continue pour savoir ce que c'est ». Et donc c'était son premier livre, qui s'est appelé « L'archipel de la mémoire ». Et donc c'est un livre qui est une espèce qui est très étrange, hein, qui est une espèce de prose poétique. C'est un récit assez... On ne comprend pas grand-chose, à vrai dire.
Mais c'est très, très nourri d'architecture. C'est-à-dire que c'est un homme dont on comprend assez vite qu'il est immobile, alité, on ne sait pas s'il est malade, s'il a eu un accident. C'est un homme qui est, c'est pas vraiment rigolo, hein. Il est dans une chambre et bon voilà, il y a la lumière qui joue dans la chambre, qui entre, il y a l'ombre et la lumière, et puis il y a des présences, et puis il y a surtout des souvenirs de ville, d'avenues. Il y a tout un monde qui recompose, qui est un monde d'architecture, mais qui est juste un monde mental qui recompose avec des mots. C'est comme si là, il fait de l'architecture avec des mots et avec pas une intention poétique, mais en tout cas un résultat poétique. Et donc ça, c'est un livre qui a été édité par Léo Cher. Voilà, et donc ça a été le premier livre, et puis... Et ça a été aussi, peut-être aussi le début de la peinture, parce que ce livre a été traduit en chinois, mais c'est un petit livre, et donc les Chinois ont trouvé que c'était pas assez épais, il fallait faire un gros livre, mais bon, ils pouvaient pas continuer quand même. Donc, après, ils ont proposé de mettre des illustrations, et là, Paul a imaginé, enfin voilà, il voyait pas très bien qui pouvait. D'abord, il a commencé par dire, mais non, on n'illustre pas mes textes. Et puis finalement, au fond, et si je les faisais moi-même, et c'est comme ça qu'est venue la peinture, des tout petits formats qui étaient faits, enfin voilà, des tout petits formats qui étaient destinés à illustrer ce livre dans la version chinoise. Et puis les petits formats sont devenus des grands formats, et puis des très grands formats. Voilà, mais toujours par hasard. C'est-à-dire toujours, c'est les hasards. Enfin, les hasards de la vie, on pourrait dire qu'il n'y a pas de hasard, évidemment, mais il y a toujours, je pense, cette espèce de talent, de pouvoir tout à coup saisir une opportunité comme ça, qui n'était absolument pas intentionnelle au départ et pas préméditée, mais qui tout à coup rencontre quelqu'un qui était disponible pour ça à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il te donnait à lire? Tu étais la première lectrice, oui, ou justement pas Si. Oui. Et est-ce qu'il attendait un retour critique Oui. Oui. Ben oui. Oui, je me doute, mais c'était pour savoir comment se passait ce processus. Est-ce que justement il reprenait des choses? Pas vraiment. Ah, il ajoutait. Non, à un certain moment, il disait ça ne va pas, et il recommençait. Ah. Mais non, il ne reprenait pas. Non, enfin, il recommençait. Ce livre aussi est tout à fait particulier, Kaléidoscope. Je vais en dire un petit mot parce que c'est vraiment important. C'est un livre qu'il a commencé à écrire un an et demi avant sa mort, et où il y a 9 personnages, enfin, il y a 9 voix. Il y a 9 personnages qui disent « je », donc qui s'expriment à la première personne, qui sont des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Et tous ces personnages se connaissent, enfin, certains se connaissent entre eux, d'autres pas. Et tous prennent la parole, et ces paroles s'organisent autour d'une figure centrale qui est celle d'un architecte et qui est mort. Et ça commence le jour de la mort de l'architecte. Et donc c'est un livre vraiment testamentaire. C'est jamais très gai, hein, à chaque fois, là, les histoires. Hein. C'est jamais très... Non, mais en même temps, ce livre est très drôle aussi. Oui. Il y a des moments très drôles dans ce livre, et très beau. Mais c'est un livre testamentaire parce qu'il est partout. C'est ça l'histoire des doubles, en fait. Il écrit en quelle année? Ça, il l'écrit en 2017. Oh. Il écrit en 2017, il le termine au mois d'août 2018. Je le porte chez Gallimard au début septembre 2018. Et puis, Paul meurt en octobre 2018. Et puis, Gallimard trouve que, du coup, il n'est plus là pour le service de presse. Et donc, je trouve un autre éditeur. Ah. Voilà. Mais bon,
C'est comme ça. Et, le livre est là. Le livre est là. Et puis, je dois rendre grâce vraiment aux éditions Alma, hein, qui ont décidé de publier ce livre et qui ont accepté dans la foulée d'en faire un deuxième, parce qu'ils ont accepté de le publier. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais écoutez, ce serait bien d'en faire deux. Tant qu'à faire, autant en faire deux. Comme ça, les gens qui connaissent Paul comme architecte et qui ont envie de textes un peu plus enfin, qui ne sont pas prêts à lire une œuvre romanesque, parce que ça, c'est vraiment un roman, avec des personnages, avec des histoires qui leur arrivent, et avec des rencontres, et avec une unité de lieu quand même, qui est le Jardin du Luxembourg. Voilà, parce qu'à ces personnages, à certains moments, tous ont un moment où ils se trouvent dans le Jardin du Luxembourg à se rencontrer, ou à se promener, ou à rire, ou à pleurer. Et tous les matins, Paul traversait le Jardin du Luxembourg, et tous les soirs aussi. Et donc, voilà, c'est toute sa vie qu'il a mis dans ce jardin et dans ce livre. Et quand il a eu fini de l'écrire, il est mort. Kaléidoscope. Mais donc maintenant, il faut le lire. Voilà. Voilà. Alors on se souvient tous, tous ceux dans la salle ici évidemment, de ce merveilleux livre de Riboulet, oui. Naissance d'un hôpital. Et donc qui raconte l'histoire de l'hôpital Robert Debré et autres, qui va changer en effet la conception de l'assistance publique par rapport à la question de l'hôpital, qui va s'ouvrir sur la ville au sens, j'allais dire, physique du terme. Est-ce que il avait l'idée, ou justement, de ne pas écrire sur des projets, comme ça, de raconter l'histoire d'un projet, parce qu'on sent très bien que c'est justement pas ça. C'est toujours... il est sur des chemins de traverse, à chaque fois. Oui, il l'a fait pour l'Opéra de Pékin. Oui, bien sûr, parce que là, c'est l'opus. Oui, et puis parce que c'était vraiment une histoire romanesque. Hein, bon, comme il y a cette histoire de la Grande Arche qui a été écrite... par Laurence Cosset. Oui. Mais voilà, l'histoire de la construction de l'Opéra de Pékin, c'était quand même, voilà, il y avait tous les ingrédients. Hein. Il y avait des rebondissements, des rencontres, il y avait des traîtres, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire quand même un roman. Et donc, c'est l'histoire du chantier, hein, mais c'est le roman du chantier. Et donc, tu dis roman. Parce que justement, Riboulet, c'était pas le roman. Non, c'est pas un roman. C'est pas un roman au sens où c'est pas une fiction. C'est écrit de manière. C'est comme dit Patrick Deville, faire des romans sans fiction. Voilà. Donc c'est un roman sans fiction, c'est-à-dire que tout est vrai, mais l'écriture n'est pas une écriture. C'est une écriture qui est quand même travaillée, c'est une écriture narrative. C'est pas une écriture analytique, c'est pas une écriture qui vise à convaincre ou à argumenter de quoi que ce soit. C'est juste une écriture qui raconte et qui imagine. Voilà, qui s'affranchit quand même aussi à certains moments, parce que ça raconte ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui s'espère, les déceptions et les joies. Alors Paul, il était, exactement comme Renzo Piano, complètement admiratif de Peter Rice, oui. Qui a écrit ce non moins merveilleux livre, An Engineer Imagines. Et là, on voit bien comment ça dépassait la technique. C'était comment amener, en tant qu'ingénieur, justement à un niveau d'architecture sublime. Est-ce que c'était une référence pour lui, par exemple, ce livre Le livre, je ne sais pas. Je sais qu'il était très, très proche de Peter Rice et que ça a d'abord été une collaboration professionnelle et puis après ça a été une très profonde amitié. Moi, je ne l'ai pas connu. Donc, voilà, je ne peux pas vous en parler plus que ça, mais non, je ne pense pas que... Enfin, Paul avait dû, lire ce livre, mais il n'en parlait pas comme une référence. Il parlait plutôt de leur collaboration technique. Et voilà, c'était ça qui le... Non, sa référence, on a bien compris, c'était plus Hugo. Hein. Oui, enfin... Voilà. En tout cas, ce texte mythique. Ce texte mythique dont, effectivement, on comprend... Même là, on ne comprend pas très bien ce qu'il veut dire, quand même.
On ne sait pas comment l'histoire va se terminer. On ne sait pas comment l'histoire va se terminer, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais c'est vrai que sinon, dans l'écriture, en tout cas dans l'écriture romanesque, et il voulait vraiment... c'est comme s'il décidait de surtout ne pas parler d'architecture et que l'architecture revenait tout le temps quand même. L'architecture revenait tout le temps dans la façon qu'il avait de décrire des lieux. Il y a un livre qui s'appelle Les eaux dormantes, où aussi ça se passe dans un lieu un peu étrange, qui est inspiré d'un lieu réel où il est allé, qui est la maison de Maria Casares, qui se trouve dans le Poitou. Il y a une maison là dont elle a fait don à sa mort et puis qui est devenue un centre de rencontres et d'échanges pour le théâtre. Et donc on est allé là-bas et moi je m'occupais de faire des rencontres pour le théâtre. Il y avait un étang, et il a passé son temps au bord de cet étang. Et voilà, et puis quand il est revenu, il a écrit ce livre qui se passe entièrement autour de l'étang. Donc c'est vraiment le lieu qui lui avait inspiré une histoire qui se passe après dans le lieu. Mais chaque fois, les lieux et les constructions sont tout à fait présentes, même si elles ne sont pas décrites vraiment, mais on sent bien que la façon dont ce qui le conduit, quand même, c'est des images de lieux. Est-ce qu'il écrivait sur le paysage? C'était un sujet, par exemple, qu'il aurait pu imaginer ailleurs? Parce que s'il y a bien un auteur aussi assez exceptionnel, c'est Gilles Clément. Oui, c'est vrai. On voit le Salon des Berces, par exemple, pour ne parler qu'un de ses livres, assez exceptionnel, là encore, de raconter un lieu, juste un lieu, pas techniquement, mais parler presque poétiquement, humainement, sensitivement. Oui, ça oui. Les paysages, oui, beaucoup. Et d'ailleurs, ça commence avec ce livre-là. Ça commence avec ce livre-là qui est donc dans un paysage clos, puisque c'est un jardin. C'est un jardin, il y a un étang, il y a très peu de personnages, il y a des bruits, il y a des lumières. Donc, il y a quelque chose qui est très, très généré par le paysage. Et puis, l'histoire vient du paysage, en fait. C'est d'abord le lieu qui l'inspire, quand même. Et y compris pour Kaléidoscope. Parce que l'histoire du Luxembourg, c'est peut-être le seul livre pour lequel il a fait quand même des plans. C'est-à-dire que le premier personnage, c'est une femme qui prend la parole, qui est en fait l'amante de l'architecte. Et puis, après, il y a un deuxième personnage qui prend la parole. Alors lui, c'est un ingénieur, et c'est un ingénieur, c'est plus qu'un ingénieur d'ailleurs, c'est un astrophysicien. Voilà, alors Paul aurait aimé faire de la physique. L'architecture était presque un choix par défaut. Au départ, ce qu'il aurait voulu, c'est faire de la physique. Et puis, voilà, finalement, il y a eu les beaux-arts, et donc le choix s'est finalement orienté vers l'architecture. Mais tout à coup, là, dans ce personnage, il se réinvente en astrophysicien. Et puis, il y a un troisième personnage qui est un peintre. Et puis, il y a aussi des personnages féminins. Il y a un personnage féminin qui est clairement nourri par une de ses filles. Voilà. Et en même temps, il est partout et il met tout son monde dedans. Et c'est ça l'idée du kaléidoscope, c'est qu'effectivement, quand on tourne un cran... les mêmes éléments recomposent une image différente à partir des mêmes éléments. Et chaque personne qui prend la parole parle de son histoire, mais parle aussi des autres. Et donc la perception qu'on a des autres n'arrête pas de se recomposer chaque fois que quelqu'un d'autre apporte sa propre vision. Et donc, c'est aussi une construction. Et là, il a vraiment fait des plans. Parce que là, il dit, oui, ok, si je mets l'ingénieur là, mais alors là, comment il va rencontrer le jeune architecte? Mais lui, il va en Afrique, alors comment ils vont faire? Voilà. Et donc là, il y avait quand même une espèce de scénario, et il faisait des petits plans. Il faisait des plans. Oui. Et des storyboards aussi?
Non, mais quand même, il avait un souci quand même que ça de crédibilité, comme que l'ensemble tienne. Il fallait que l'ensemble tienne, que ce soit pas juste une dérive. La structure. Voilà, il fallait qu'il y ait une structure. Voilà. Il fallait qu'il y ait une structure. Et là, il a commencé à écrire, et puis il s'est dit merde, je ne sais pas où je vais. Là, il n'y a pas de structure. Donc après, il a réfléchi à la structure. Et puis une fois qu'il avait la structure, il a continué à écrire en mettant les choses dans la structure. Donc vous voyez, il fallait la forme et la structure. Alors, est-ce qu'il a été tenté un jour pour écrire un manifeste, même s'il ne l'a jamais sorti, je veux dire, parce que les architectes aiment bien faire ça. On pense à Jean Nouvel, par exemple, le manifeste de Louisiana, par exemple, ce travail sur la fusion de l'architecture et du paysage, qui va, justement, quand il est invité là-bas, et il va faire ce manifeste pour prendre position et pour affirmer sa ligne sur le contextualisme. Est-ce que Paul, il avait été tenté de le faire, puis dire finalement non, je ne vais pas, ou bien est-ce qu'il avait ça en tête un jour de... Je pense qu'il était trop quand même dans l'action. Il était quand même, enfin en tout cas tout le moment où il était vraiment très très plongé dans l'architecture, il était vraiment requis beaucoup déjà par ça, et puis il était assez solitaire aussi quand même. Et je pense qu'il aurait pu le faire, oui, mais voilà, il aurait pu le faire maintenant, oui, voilà. Il n'a pas eu le temps de le faire. Je pense que aussi, pour ce que je peux en dire, moi, par rapport, c'est important ce texte que j'ai lu là, être un architecte, parce que lui, bon, d'abord, il avait cette double formation d'ingénieur et d'architecte, qu'il a quand même au début souffert quand même comment dire, de ce qu'il trouvait quand même un manque de reconnaissance, ou en tout cas le fait d'être quand même considéré au départ comme quelqu'un qui construisait des aéroports, voilà, qui construisait des aéroports. Alors il essayait il le faisait, mais il le faisait avec vraiment un engagement artistique qui n'était pas à ce moment-là pour lui. Il avait le sentiment que cet engagement artistique n'était pas reconnu vraiment à sa juste valeur. Et peut-être que lui n'en parlait pas assez aussi, mais qu'en tout cas, après, il s'est beaucoup plus ouvert là-dessus. Et il était beaucoup plus prêt à parler et à échanger aussi avec d'autres architectes. Je pense qu'au début de sa carrière, mais moi à ce moment-là, je ne le connaissais pas de toute façon. Et donc, je ne peux pas vous en parler beaucoup. Mais voilà, il était à ADP et voilà, il travaillait là-bas. Et c'était quand même à la fois une chance extraordinaire d'avoir ce terrain immense et d'avoir cette agence qui était énorme, parce que quand même, je pense qu'à un moment, c'était la plus grosse agence de France. Il y avait 400 ou 500 personnes. C'était une chance et en même temps, c'était aussi une prison quand même. Il était... Voilà, et donc il souffrait un peu d'être considéré comme l'architecte de Roissy. Alors, il disait, je suis l'architecte de Roissy, mais je suis architecte. Et c'est vrai que, finalement, peut-être grâce au fait qu'il a dû quitter, à l'âge de la retraite, il a dû quitter l'aéroport de Paris à 65 ans. Donc, il est parti un an avant, il a anticipé un peu les choses et il a créé son agence à 65 ans. On s'en souvient. Et donc, voilà, il était comme un jeune homme qui crée son agence. Voilà, il était tout fou avec son agence, il avait 65 ans, créait son agence. Et ça a été une chance, finalement. Ça a été une chance pour lui, tout à coup, de se retrouver avec une petite agence. Il y avait pas beaucoup de monde, et il y avait au maximum 20 personnes dans les moments les temps les plus forts, il y avait 20 personnes, et après, il y avait, même à la fin, il n'y avait plus personne. Il y avait son assistante, Carole Ramy, et puis il y avait une collaboration étroite avec Thomas Richet, qui est peut-être avec nous d'ailleurs, voilà, et que je remercie encore parce qu'il a été vraiment, dans de nombreuses années, vraiment à côté de Paul. Et donc voilà, il avait son agence au sein de l'agence de Thomas.
Et donc il y avait l'agence de Thomas qui était énorme, avec énormément de gens et tout. Et puis il y avait 2 petites pièces au fond qui étaient le bureau de Paul et de Carole. Mais à partir de là, il faisait le monde, parce qu'il n'avait pas besoin de plus. Et puis après, il travaillait avec Thomas et avec les gens qui étaient dans l'agence de Thomas, et puis avec d'autres personnes qui le rejoignaient sur des projets. Mais il avait vraiment l'idée d'être... de plus du tout avoir une structure énorme, mais vraiment de se consacrer à des choses. Et le dernier projet qu'il a fait en France et en Chine aussi, et justement, Monsieur Dong, le fameux Monsieur Dong, était encore là ce matin. Avec Florence, on lui a fait visiter l'exposition. Le dernier projet qu'il a fait, c'est ce projet dans la campagne chinoise. Donc c'est un projet comme une espèce de concentration de ce qu'il aimait. Alors là, vraiment, loin des mondanités, hein, au milieu de la campagne, dans le Shandong, avec un projet qui était un projet un petit peu... comment dire, c'était un peu à l'image du projet qui a été fait par Tadao Ando, qui était son ami, qui a fait un projet sur les îles de Naoshima au Japon. Voilà, qui étaient des îles qui servaient même à moitié de dépotoir, enfin, tout le monde partait de ces îles, il ne se passait plus rien. Et il y a un mécène japonais qui s'appelle toujours d'ailleurs Monsieur Fukutake, qui a mis de l'argent et engagé Tadao Ando pour faire revivre ces îles. Et voilà, ces îles, maintenant, il y a eu des musées qui ont été construits par Ando, et ce sont devenus un des endroits les plus importants pour l'art contemporain. Et, bien sûr, c'est voilà. le Art Project, ça voilà, s'appelle. voilà. Ouais, à Naoshima. Voilà. Voilà, à Naoshima. Où il y a Boltanski, voilà, où il y a... il y a énormément de gens qui... Le magnifique musée de Nishizawa. Voilà. Aussi, voilà, comme une bulle, juste une bulle de béton. Voilà. C'est, tout ça dans le paysage. Donc c'est vrai que si vous n'êtes pas allé à Naoshima, ne ratez pas ça lors de votre prochain passage au Japon, parce que c'est sur la mer intérieure. Voilà. Et là, c'est vrai qu'avant, c'était assez industriel, d'ailleurs. Oui, et puis c'était un site où vraiment, ils mettaient les déchets qu'ils ne savaient pas où mettre ailleurs, ils allaient les mettre sur ces îles. Et donc, ça a été... Et tous les gens, évidemment, les habitants, ils partaient... voilà, il n'y avait plus que des gens très vieux qui n'avaient pas les moyens de partir, mais sinon, tous les autres étaient partis. Et donc, ça a apporté une revitalisation de ces territoires. Et c'est la même chose qu'il était en train, et donc bon, j'espère que ça va continuer. Mais ce monsieur Dong vient donc d'un village au fond de la campagne, dans le Shandong, et voilà, il est devenu très riche, et donc il a décidé aussi de sauver et de revaloriser ce village, qui est un village pas moyenâgeux, mais quasiment. Quand on y est allé la première fois, vraiment, c'était très, 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 très pauvre et très isolé aussi, parce qu'on n'y arrive pas en TGV. Hein, c'est pas facile d'arriver jusque-là. Et Paul y est allé. Et il y est allé, il a rencontré les gens là-bas, et puis il a dit d'accord, et puis il s'est vraiment engagé à faire un projet là-bas, qui est maintenant... Voilà, après il n'a pas pu le faire, évidemment. Hein, donc on a pu, grâce à la complicité de Thomas d'ailleurs, et puis des architectes qui avaient travaillé avec Paul sur le projet, on a pu faire en sorte de faire les études. Donc les études ont été faites. Et bon, pas par moi, hein, moi je ne suis pas architecte, hein, mais voilà, j'ai rassemblé les gens de manière à ce que ça puisse se faire. Donc les études ont été faites, et puis après il y a eu le Covid en France, et puis après il y a eu le Covid en Chine, et tout s'est un peu arrêté, mais maintenant je pense que les choses peuvent se remettre en place, et ils me disent qu'ils vont continuer le projet. Et même qu'ils vont construire, mais alors je ne sais pas ce qu'ils vont construire. Hein. On verra. Voilà, on ira voir. On verra. On ira voir. Dans ces livres, il y en a un qui est d'un autre genre, qui c'est Lettre à un jeune architecte. Oui. Est-ce que ça, c'était une commande d'un éditeur, ou bien, parce qu'évidemment, on se souvient de Frank Lloyd Wright qui écrit là aussi, et puis, c'est pas le seul architecte
célèbre à faire ça. Mais où c'est sa volonté à lui? Est-ce qu'il avait envie de transmettre, lui qui n'enseignait pas parce qu'il n'avait pas le temps, c'est très clair, avec tout ce que tu viens de rappeler? Oui, il avait envie de transmettre, absolument. Et en fait, cette histoire de l'être un jeune architecte, c'est parce que au moment de la construction de l'Opéra de Pékin, avant qu'il commence à être construit, il y a eu énormément de contestations, évidemment. Comme il y a eu de la contestation, voilà, à chaque fois que un architecte étranger vient tout à coup faire un projet qui est situé dans un lieu absolument central et un projet tout à fait symbolique. Donc il y a eu de la contestation, le chantier s'est ouvert, il s'est arrêté le lendemain et puis il ne s'est plus rien passé pendant une année. Et donc pendant cette année, Paul a passé son temps, il s'est dit il faut convaincre la jeunesse, et donc il a passé son temps dans les universités, à faire des conférences, à expliquer le projet, etc. Et donc il a fait une conférence dans une université à Tsinghua, je pense, où il y avait 2000 personnes, des jeunes gens, et c'est le texte de cette conférence, après, qu'il a repris à la demande des éditions Fata Morgana. Et donc, il a repris ce texte et il l'a illustré, et donc ça a fait l'être un jeune architecte. Et puis, ça a eu beaucoup de succès, ce livre, et très vite, c'est un petit tirage, et donc très vite, il a été épuisé. Et donc, les éditions Fata Morgana ont demandé de faire une suite. Et donc, il a repris, donc 10 ans après, il a écrit une deuxième lettre, un peu sur le même modèle, mais avec justement 10 ans d'écart. Et la situation avait évolué beaucoup pour l'architecture et mondiale aussi, et pour lui aussi. Et donc, du coup, il a fait ce deuxième livre. Et donc, il y a maintenant 2 lettres à un jeune architecte. 2 à un seul architecte, qui a pris 10 ans entre la lecture de chaque lettre. Bon, voilà, vous n'êtes pas fatigué ? Non, mais en tout cas, cette histoire, cette narration permanente autour du projet, ou en tout cas de cette idée d'être architecte autrement. En effet, tu as bien rappelé, c'est vrai qu'il commence par faire son chef-d'œuvre. C'est comme Citizen Kane. C'est vrai, oui. C'est la même chose avec Orson Welles, c'est qu'il commence tout de suite, il produit un chef-d'œuvre. J'imagine que tout ça, il faut le digérer ensuite. Ça. Est-ce qu'il parlait de ça, par exemple ? Il en parlait, oui, à la fin de sa vie, il en parlait. Quand il commençait à regarder en arrière, quand il voyait qu'il n'y avait plus beaucoup de vent, du coup, il regardait quand même en arrière. Et là, oui. Mais c'est vrai que, oui, il en a parlé aussi beaucoup parce qu'il y a eu quand même des menaces sur le terminal 1. Enfin, voilà, il y a eu quand même des moments où, quand il n'était plus là-bas, il y a eu des moments où on s'est demandé ce qu'allait devenir ce terminal 1. Pour la bonne raison qu'il n'était plus du tout adapté à l'évolution du trafic. Et donc, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il allait se passer ? Et donc, il y avait différentes options. Soit en faire un musée où personne ne serait jamais venu, bien sûr, parce que quand les gens vont à Roissy, ils ne vont pas pour aller au musée, hein, ils vont pour prendre l'avion. Et quand ils reviennent, ils ont envie de rentrer chez eux. Donc je ne sais pas qui irait voir un musée à Roissy, et puis ou bien faire un aéroport de luxe réservé aux gens qui viennent en jet privé. Et donc à ce moment-là, il s'est vraiment battu quand même pour essayer de. Et donc c'est à ce moment-là qu'il a renoué aussi les liens avec Aéroport de Paris, de manière à ce que le bâtiment puisse être adapté. Et dès le début, de toute façon, il avait dit que ces bâtiments devaient évoluer, qu'un aéroport, c'est un endroit qui doit pouvoir évoluer avec la vie. Et dès le début, il l'avait conçu comme quelque chose d'organique qui puisse s'agrandir. Alors j'aurais terminé peut-être par ce qu'en avait dit Claude Parent, qui avait fait un carnet sur des portraits d'architectes, et évidemment il y en avait un sur Paul. Alors je vais juste un extrait. Alors il écrit, Claude Parent, « Pour ce pacifiste au visage d'ascète en lame de couteau, au front démesuré, bordé de boucles brunes, être de l'Institut, n'est-ce qu'une bravade ou pour ce grand modeste, juste une coquetterie, une confirmation ?» Point d'interrogation. On peut se le permettre quand
par son seul talent, on monte sur le podium de l'international quand on fait à Pékin une bulle opéra juste posée sur l'eau. On peut se le permettre quand on quitte Roissy, qu'on oublie ADP, qu'on veut la liberté et qu'on paye le prix de son indépendance. Repartir à zéro est le luxe suprême. Ben oui, voilà. Merci Nadine. Je voulais juste... J'aurais voulu vous lire quelque chose, mais je pense qu'elle n'est pas dans... Et tu peux revenir. Oui, non, mais c'était juste une phrase, mais c'est pas grave parce que je l'ai mis dans d'autres livres. Je l'ai mise dans d'autres livres. C'est une phrase que Paul a écrite sur la liberté. Je pense que ce qui l'animait fondamentalement, c'est ça. C'est la recherche de la liberté. Et il l'a cherché dans sa vie, il l'a cherché dans son travail, et il l'a cherché après dans l'écriture, il l'a cherché dans la peinture, et même dans son départ, il l'a cherché. Voilà. Merci d'avoir eu cette patience. Bravo. Voilà.